Football is coming home. Et oui, la Première Ligue reprend ses droits après la crise du Covid-19 et on en parle dans Radio Main Opposée, la chaîne 100% gardien. Et pour en parler avec moi, deux spécialistes de Première Ligue. D'abord, notre Philippe Auclair, des gardiens anglais, Robin Popel. Salut à tous. Salut Nico. C'est Renaud. Salut Robin. Et notre supporter des Gunners, Renaud Hedier. Salut Nico, salut Robin, salut à tous. Heureux de vous retrouver pour la Première Ligue. Et oui, heureux également de revoir nos petits gardiens anglais, même dans des stades vides. Alors, juste avant de parler des différents points chauds de cette fin saison, il y en a en Première Ligue concernant les gardiens. On va d'abord s'arrêter sur la situation en championnat. Voir un petit peu les enjeux de la Première Ligue des 10 journées qui restent. On s'était arrêté à la 28e, d'ailleurs j'ai mis 29e, plutôt 28e journée. 29e, c'est entre les deux. Il y a deux matchs mercredi. Il y a deux matchs en retard, donc oui. Après 29 journées. Donc finalement, les enseignements qu'on a après 29 journées, c'est que Liverpool est champion. Voilà. C'est quasi acté. Voilà, 25 points d'avance. On a Leicester et Man City qui sont proches d'être en Ligue des Champions. On a quand même 5 points avec Chelsea et 8 avec Manchester pour Leicester. Et on a surtout 6 équipes en 8 points pour une place en Ligue des Champions. Donc c'est le strapontin de Chelsea avec 48 points. Et ensuite, on a Manchester à 45, Wolverhampton à 43, Sheffield à 43 avec un match de retard. Tottenham à 41 et Arsenal à 40 points avec également un match de retard. Toi, Renaud, comment tu vois cette fin de saison ? Ce que je vois, je pense que le plus intéressant, ce sera la course à l'Europe pour les clubs que tu viens d'évoquer, parce que le titre est quasiment joué à ce niveau-là, et ça va se jouer vraiment sur les places européennes, et spécifiquement pour Tottenham et Arsenal, qui vont vraiment devoir cravacher pour avoir une place européenne. Ça risque d'être très compliqué pour eux cette année, surtout s'ils ne se réveillent pas, et en tout cas, je parle pour Arsenal qui a fait un match amical il n'y a pas longtemps, et qui s'est fait ramasser par une équipe de 3e division, je crois. Ça fait un peu peur, quoi. C'est-à-dire qu'il reste à peine 10 journées pour se réveiller. Donc, je pense que ce sera intéressant. Et après, de voir quand même, dans les équipes dont on parle, il y a quand même Sheffield United en plein milieu qui est un promu et qui pourrait prendre l'Europe. Et ça, c'est pas rien. Donc, ce serait une belle histoire aussi à suivre. C'est vrai qu'on a deux clubs finalement, Sheffield United et Wolverhampton, au sein un petit peu de ce Big Four qui bataille pour l'Europe. Ensuite, dans la deuxième partie du classement, on a un ventre mou, plus ou moins de Burnley à Southampton, où là on peut considérer que les clubs n'ont presque plus rien à jouer, si ce n'est préparer la prochaine saison. Et on a un groupe de la 15e à la 19e place, avec Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth et Aston Villa, qui sont à 4 points, avec même un match de retard pour Aston Villa qui jouera contre Sheffield. Et on a Norwich qui est proche d'être condamné. Je pense qu'on peut le dire, et avec 8 points de retard, presque... Non, pas 8 points, plutôt 6 points de retard par rapport à Watford. Donc, il faudra que Norwich soit costaud. Mais après avoir vu certains matchs, en tout cas, moi, je les considère comme plutôt faibles, malgré leur victoire contre City lors de cette saison. Robin, toi, comment tu vois cette fin de championnat en deuxième partie de Première Ligue ? Ouais, je la vois très compliquée à se jouer, parce qu'il y a quand même 5 équipes qui sont très proches l'une de l'autre, même en termes de jeu. On a Norwich qui est quasiment condamné et qui a une équipe assez joueuse, donc je les vois mal aller chercher des points qui vont être importants. Donc après voilà, je les vois pas très bien. Après, il y a une grosse bataille de joueurs qui connaissent la Première Ligue, hein. Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa. Donc c'est que
des équipes qui sont habituées à ces choses-là. Même si Aston Villa vient de monter, ils ont quand même pas mal de joueurs avec une certaine expérience. En effet. Et dont, est-ce que tu peux nous rappeler le gardien d'Aston Villa? Et ben, à l'heure actuelle, c'est Pepe Reina, parce qu'on a Tom Heaton qui est blessé. Et il y a eu pas mal de tests pour le remplacer. On a attendu aussi le mercato d'hiver pour faire revenir un gardien d'expérience. C'est ce qui était nécessaire, je pense, au terme de cette demi-saison où on a un effectif jeune et il faut quelqu'un qui connaît la première ligue et quelqu'un qui soit costaud et qui ait de l'expérience. Oui, tout à fait. Et Pepe Reina qui est peut-être sur les tablettes du PSG pour remplacer Rico. À suivre. Mais avant de parler en tout cas des gardiens par exemple anglais comme qu'on va évoquer tout à l'heure, on va d'abord évoquer le point chaud qui est Dean Anderson, qui est le gardien de Sheffield, qui est à la lutte avec Manchester United, auquel il appartient, pour la Coupe d'Europe. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que Dean Anderson est une vraie menace pour De Gea? Avant de se la poser, Robin, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi Dean Anderson fait une très belle saison? Déjà, Dean Anderson, sa première saison en Première Ligue, avec Sheffield qui n'a pas connu la Première Ligue depuis pas mal de temps. Donc c'est vraiment des promus, des rookies cette année et on voit qu'ils se battent pour l'Europe, pour jouer même la Champions League. Et on a vraiment une bonne équipe. Et derrière, on a un gardien qui tient une défense solide. Je crois qu'il y a 10 clean sheets et c'est Nick Pope de Burnley qui a 11 clean sheets qui est celui qui en a le plus en Première Ligue. Il prend 22 buts lui cette saison. Et il a un pourcentage d'arrêt qui est assez élevé. Donc on a un gardien qui commence à faire ses preuves et qui avait déjà été très bon en Championship la saison passée, où il monte avec Wolverhampton qui a fait un parcours extraordinaire. Pas Wolverhampton, avec Norwich qui a fait un parcours extraordinaire. Et ils sont juste deuxième et ils sont vraiment bons. Donc ouais, c'est une équipe qui est très bonne et avec un gardien qui fait des choses qui sont vraiment en accord avec cette équipe. C'est plutôt un shot-stopper, Dean Anderson? Ouais. Il est très peu... c'est pas un gardien qui va jouer très haut. C'est un gardien qui joue assez bas et qui est très bon sur sa ligne aussi. Hein. Il a fait pas mal d'arrêts. Il a fait... je me souviens contre Liverpool où il fait un match qui est vraiment, vraiment bon. Malgré la défaite, mais il est là. Après, ça n'empêche que c'est sa première année, il a fait quelques erreurs. On se souvient du match aller contre Liverpool où face à Gini Wijnaldum, il fait une erreur qui coûte la victoire au sien, mais il a rapporté quelques points qui sont pas négligeables pour son équipe. Mais le pire, c'est que ce match contre Liverpool, il est même bon, lui, hein, en dehors de l'erreur. Ah, oui. Ils perdent un 0. Il y a pas mal d'équipes qui aimeraient perdre un 0 contre Liverpool. Hein, parce qu'il y a eu des fessées contre Liverpool. Donc là, 1-0. Mais par contre, grosse boulette quand même. Hein, ballon mal capté qui passe entre les jambes. Voilà. Ouais, d'accord. Un peu typique du gardien anglais, j'ai envie de dire. Si on est dans le cliché. Si on est dans le cliché, mais bon, après, si on regarde tous de notre côté, dans notre championnat domestique, on en verra pareil. Hein. C'est les ballons qui glissent. C'est la légende qui le dit, donc on va le croire. Tout à fait, en effet. Et pourquoi on se pose cette question? Parce que tout simplement, David De Gea, à l'inverse, fait plutôt une mauvaise saison. Il fait pas une grande saison, c'est sûr. Il a fait perdre quelques points cette année qui sont pas négligeables et qui pourraient peut-être même coûter la course à l'Europe. Moi, j'ai le souvenir d'un match contre Watford où il fait une faute de main sur une reprise de volée d'Ismail Assar qui est sur lui et qui est même topé. Donc il y a aussi quel but? Celui de Calvert-Lewin où il se fait contrer contre Everton, où il a le ballon dans les pieds et puis il attend et voilà. Ça fait but. Donc ouais, il y a un petit souci là-dessus donc cette année, mais
voilà, faut voir ce que ça peut donner par la suite, mais De Gea n'est pas au meilleur de sa forme. On l'a connu bien meilleur. Et justement, donc là, c'est le débat qu'on souhaitait ouvrir et qu'il faudra vraiment suivre en fin d'année, parce qu'en plus, j'ai regardé, il y a un Manchester United Sheffield dans peut-être 2-3 journées. 31e journée pour être exact. Voilà, notre 31e journée pour être précis, Renaud. Donc dans 2 journées, et ça sera l'occasion en fait que un petit peu l'élève se confronte au maître. Renaud. Alors, je suis pas sûr qu'il jouera parce que le match aller, il n'avait pas joué. Donc, je pense qu'il y a une clause dans son contrat qui fait que il jouera pas parce que il me semble qu'au match aller, c'était Moore qui avait joué. D'accord. Bon, Donc, il n'avait pas joué à Old Trafford. Je crois que c'était ça. Il y avait eu 3-3. Donc c'est d'autant plus intéressant du coup de peut-être de suivre, peut-être qu'il jouera pas. Bah, moi j'avais pas cette info. Merci notre spécialiste Première Ligue. Et je confirme effectivement, c'est Moore qui a joué le match. Qui a joué le match. Renaud, toi tu penses que Henderson peut être une menace pour De Gea? Moi je suis pas sûr parce que De Gea, c'est quand même un gardien qui est bien en place dans ce championnat et dans cette équipe, qui a sûrement fait une moins bonne saison, mais c'est arrivé à beaucoup de grands gardiens, et qui a quand même déjà un long contrat avec Manchester United, donc un peu quand même un pilier de l'équipe, et je suis pas sûr qu'on le remplacerait par un très jeune gardien qui, je le rappelle, fait sa première saison en professionnel, et qui passerait un cap gigantesque entre Sheffield United et Manchester. Alors, on rappelle que David De Gea a signé sa prolongation de contrat en septembre dernier. Voilà. Donc, je pense pas. En plus, on est dans une saison un peu particulière qui a été coupée en 2. Donc, certes, il reste quelques matchs. C'est pas ça qui va changer toute une saison. Mais au vu de la course à l'Europe, De Gea déjà peut faire quelque chose et peut démontrer qu'il a sa place, en sachant qu'effectivement, on lui met un peu la pression avec Dean Anderson derrière. De là à le remplacer instantanément par Dean Anderson, je suis pas sûr. Et puis, c'est pas tout à fait le même style, mais... Je pense que son contrat à longue durée et la fin, la période Covid qu'on a eue, où on avait interruption de match, ça joue en la faveur de De Gea. En plus de ça, on a Sheffield qui peut jouer l'Europe, donc pourquoi pas penser sur un prêt encore d'une année pour Dean Anderson pour voir ce qu'il peut faire en Europe, une deuxième saison en Première Ligue. Mais moi, à contrario, je pense que De Gea, c'est pas sa première saison où il est moins bon. J'ai cette impression que depuis la Coupe du Monde 2018, on a De Gea qui a des performances en dents de scie. Alors, il va pouvoir faire des matchs. Déjà la Coupe du Monde 2018. Mais... ouais, c'est ça. Exactement. Bon, après, avec l'Espagne, c'est un style de jeu qui est différent, donc s'adapter, c'est assez compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première saison où moi je le vois moins bon. Il peut te faire des matchs exceptionnels. C'est De Gea, il a le talent, il a tout ce qu'il faut. Mais je pense que comment dire, il y a une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place à United, où Solskjaer cherche à avoir des jeunes qui sont anglais, avoir vraiment une identité United qu'il n'y avait plus auparavant. Et pourquoi pas, Dean Anderson, il rentrerait très bien dans cette identité que serait Manchester United. Chose que je vais aussi dire, c'est que Ashley Young est parti cet hiver et était le capitaine de Manchester United. Quand on a dû choisir un nouveau capitaine, vers qui on s'est tourné? On s'est tourné vers Harry Maguire, qui est un nouveau joueur qui vient d'arriver, alors qu'on aurait pu penser que De Gea était un prétendant normal. Ça aurait dû être lui, on pensait. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi un défaut dans sa personnalité et même dans son investissement à Manchester United pour pas le voir avec le brassard.
Ok, donc c'est vrai qu'il y a cette nouvelle identité mancunienne. Moi, en tout cas, de ma fenêtre de suiveur de la Ligue 1, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à ce que le PSG a pu faire avec Areola, avec divers prêts donc à Villarreal et à Bastia, et ensuite de l'avoir mis en concurrence avec un gardien peut-être plus expérimenté comme Sirigu comme Sirigu et Trapp, et pour aller dans ton sens, également avec une identité de Titi parisien formé au club. Ouais, bien sûr. Mais ce que je regrette, ce qui a été fait à Paris, c'est qu'on ait mis différents gardiens dans les pattes d'Areola. Et je pense pas que ce sera l'erreur qui sera faite à Manchester United. Si on lui donne le poste, on lui donne le poste. Il faut pas aller chercher un autre gardien, un autre grand gardien. Manchester United, à l'heure actuelle, n'est plus une grande équipe de Première Ligue. C'est une bonne équipe de Première Ligue. Euh, euh, Attirer des grands noms, c'est compliqué. Les joueurs ne veulent plus forcément venir. Il y a de l'argent, certes, mais sportivement, ça ne marche plus. Ça ne marche plus comme il faut, comme dans les années Ferguson. Du coup, le projet a été de rebâtir avec des jeunes, mais pas qu'un gardien. À Paris, les jeunes, ils passent difficilement les professionnels. Si on parle d'un joueur qui est professionnel et qui est un joueur de chance à Paris, il y en a peu. Là, c'est vraiment le but, c'est d'avoir des Anglais qui ont envie de se battre pour le club de Manchester United. C'est tout. Ok, donc en tout cas très bien pour cet avis sur De Gea versus Dean Anderson. Et justement, on évoquait l'identité anglaise. Et ben ça va être l'occasion de se poser donc le deuxième point chaud de la fin de saison. Ça va être de suivre un petit peu les performances des différents gardiens qui peuvent accéder aux Three Lions en 2021, donc pour l'Euro 2021, et qui puisait pour la Coupe du Monde 2022 qui va arriver un petit peu plus vite que prévu après l'Euro. On a eu Jordan Pickford lors de la Coupe du Monde 2018, mais Renaud, on ne peut pas dire qu'il fait une grande saison. Non, là, Pickford, clairement, c'est pas une grande saison. Déjà, on est sur le numéro 1 en but encaissé, donc 46, quand même beaucoup, déjà, pour commencer. En Angleterre, il n'y a pas une hiérarchie qui est... alors, il y a une hiérarchie qui est en train de se faire, mais qui n'est pas non plus claire et avec un poste de numéro 1 qui est inattaquable. On est à 24 sélections pour Pickford, si je ne m'abuse. Il est en train de s'installer, mais attention quand même à des performances en club un peu en dents de scie ou d'une saison sur l'autre, pas très constant. Et il y a pas mal de gardiens derrière qui frappent à la porte. Il y a Nick Pope qui a dit publiquement que lui, il voulait être numéro 1, par exemple. Et voilà, il l'a annoncé très clairement. Il l'a pas. C'est pas une hypothèse de journaliste. Hein. Voilà, ça a été dit très clairement. Et comme on le voit, c'est une génération qui est assez proche, tous en termes d'âge. Ils ont tous potentiellement, il peut tous être potentiellement le numéro 1 pour 5 à 10 ans. Ils sont tous dans leur prime, a priori. Les oui. Pickford, donc on a Pickford avec 24 sélections, on a Nick Pope avec donc 2 sélections, et on a également, il faut le rappeler, Jack Butland, qui avait un petit peu plus les faveurs du sélectionneur, mais en 2017-2018, avec 9 sélections, qui joue à Stoke, et Nick Pope qui joue à Burnley. Et on a également mis Dean Anderson, vu qu'on vient d'en parler, qui lui est la génération suivante. Robin, t'allais évoquer la succession en tout cas la place de Pickford. Ouais, vraiment le choix de numéro 1 se jouera entre Pickford et Pope, parce que c'est ceux qui font les meilleures saisons, on va dire, qui sont le plus aguerris. Ça fait quelques années qu'ils sont là. Pope a fait vraiment des prestations très intéressantes, malgré le fait qu'il était en concurrence avec Eaton et que c'était dur de jouer à Burnley. Eaton aussi peut prétendre à une place dans le groupe de Southgate. Par contre, Jack Butland, il a eu plus de difficultés à jouer à Stoke en Championship. Je pense que c'était un problème lié au fait qu'on ne le laissait pas partir.
de Stoke parce qu'il cherchait un club de première ligue. Il voulait revoir la première ligue. Mais ouais, la première place entre Pickford et Pope. Et après, soit on mise sur la jeunesse avec Henderson et pourquoi pas Aaron Ramsdale, qui est gardien de Bournemouth, ou alors on mise un peu sur l'expérience, sur le cadrage des jeunes, avec Tom Heaton, qui a une bonne expérience du niveau de première ligue. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est des gardiens qui ne jouent pas le titre en première ligue et qui sont bons, mais qui ne sont pas non plus de grands gardiens. Alors, on attend de voir plus. C'est sûr que voilà, les gardiens anglais, c'est jamais des gardiens du top 6. Et on ne sait pas si ça le sera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut un phénomène, quoi. Il faut un phénomène et que ça passe. C'est peut-être moins le cas en Espagne, mais en Espagne, devant les meilleurs gardiens, c'est qui? C'est Oblak, c'est Courtois, c'est Ter Stegen. Vu qu'il y a pas mal d'argent, de compétitivité, donc tu attires les grands, les meilleurs. Donc forcément, ceux de ta nationalité ont plus de difficultés à se mettre en avant. Et est-ce que, comme les gardiens espagnols, les gardiens anglais devraient peut-être s'exporter? On est souvent plus prophète nul n'est prophète dans son pays. Peut-être être prophète dans un autre championnat? Mais ouais, je pense que c'est une bonne idée parce que les joueurs commencent à s'exporter anglais. Avant, ça se faisait pas du tout. Maintenant, ça se fait de temps en temps. Un petit peu plus en Allemagne, par exemple. Oui, comme Jadon Sancho à Dortmund. Ouais, t'as Lippmann à Leipzig, t'as quelques joueurs anglais qui sont partis en Allemagne. Mais c'est bien de voir ailleurs. Et souvent, ce que font les Anglais, c'est qu'ils prêtent en division inférieure, en D2 ou en D3. Mais ils vont pas voir ailleurs. Ouais, ça c'est la particularité après du marché anglais, du marché de joueurs anglais, et le fait que il y ait énormément de divisions professionnelles aussi en Angleterre. Ce qui se fait pas dans tant de pays que ça finalement, à part en Italie. Le gardien de Bournemouth, Ramsdale, lui était en prêt l'année dernière à Wimbledon en Ligue 1, 3e division. Voilà. Et là, il est titulaire cette année. Il faut se rendre compte qu'il faut prendre une donnée financière en compte. C'est ça. En Angleterre, qui est que même en 2e, 3e division, il y a de l'argent, il y a des stades pleins, souvent, ce qu'on ne trouve pas forcément déjà dans la première division de certains pays. Donc, c'est ça. On va te prêter le Gazélec. Oui, voilà, mais c'est comme Monaco, c'est prestigieux, mais il n'y a personne, donc c'est pas très intéressant. Financièrement, c'est intéressant, même très très intéressant, mais c'est tout. Donc quand tu mets en balance le sportif et le financier, les clubs anglais, c'est vite vu, je pense. Même entre eux, hein, donc voilà. Ouais. Après, pour revenir sur Pickford, il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte dans la hiérarchie de gardiens, c'est que avec Pickford, ils ont quand même vécu un très beau mondial et ils ont passé le cap au niveau des tirs au but. Et ça, c'était un cap psychologique très important et il en fait partie. Il en est même un grand acteur. Donc, le tir au but du Colombien, il est all-time. Ouais, voilà, voilà. Donc, et Pickford, c'est un gars, on voit, il fonctionne un peu au mental, à l'émotion forte, quoi. C'est-à-dire, il explose un peu, et ça a l'air de l'aider, et peut-être ça a aidé un peu à motiver ses coéquipiers. Donc peut-être que c'est quelque chose dont on a besoin en Angleterre, vu qu'il y a eu un traumatisme pendant longtemps. Il faut pas oublier que voilà, une hiérarchie de gardiens, ça se bouscule pas aussi simplement que sur les d'autres postes. Voilà. Alors, juste pour terminer sur ce point-là, justement, quelle est la prochaine génération? Alors, on a parlé d'Henderson, on a parlé de Ramsdale, et on a un autre gardien qui pourrait émerger. Tu as un gardien de 23 ans. Ouais, tu as un gardien de 23 ans qui est Freddie Woodman, qui lui est prêté par Newcastle à Swansea et qui est titulaire à Swansea, qui a fait toutes les équipes de jeunes en Angleterre et qui est à suivre. Il y a Angus Gunn qui
était parti titulaire cette saison à Southampton. En effet, donc mais qui vit une saison un peu compliquée. On a Woodsman qui également à suivre. Petit problème technique pour Robin. Ouais. Tu nous entends, c'est bon? Ouais, je vous entends. Il y avait aussi Angus Gunn qui vit une saison compliquée parce qu'il a commencé en tant que titulaire et il est remplaçant maintenant. C'est lui qui a pris le fameux carton contre Leicester. D'accord. Voilà. Dans quel club? Southampton. Southampton, en effet, qui est un peu comme Everton, un club qui généralement joue les places en Europa League et qui est en difficulté cette année. C'est ça. En effet. Donc on rappelle, c'était combien ils avaient pris face à Leicester? Je sais plus si c'est pas 7 ou 8, un truc comme ça. Ouais, je me souviens d'un énorme score, ça me parle. En effet, donc très bien en tout cas pour cette revue d'effectifs des Three Lions. Ça sera à suivre parce que évidemment de par leur place en demi-finale à la Coupe du Monde, l'équipe d'Angleterre et leur belle génération sera une nation à suivre pour l'Euro. Et on l'a évoqué, il n'y a pas de gardien anglais en tête de Première Ligue, et ça va être maintenant l'occasion, le 3e point chaud. Donc en plus de suivre les équipes un peu du bas du classement et les équipes qui vont jouer la Coupe d'Europe, ça va être de se demander qui est le meilleur gardien de Première Ligue cette année. On l'a évoqué, la Première Ligue est à peu près jouée avec 3 clubs qui sont au top, Liverpool, Manchester City et Leicester. Et on a retenu ces 3 gardiens comme peut-être les 3 meilleurs gardiens de Première Ligue. Commençons notre revue d'effectifs avec Alisson. Robin, comment tu juges sa saison? Je la juge bonne. Peut-être moins bonne que la saison passée, où ils sont vraiment exceptionnels. Paradoxalement. Ouais, paradoxalement, parce qu'en fait, Alisson, déjà, il rate 11 matchs, 10 ou 11 matchs sur blessure. Donc, tu as Adrian qui a fait une bonne partie de saison. Alisson a vraiment été très, très bon. Il a été rassurant. On a vraiment un gardien qui gère la meilleure équipe d'Europe. C'est ça, quoi. Avec une défense qui est très hermétique. Ouais. En 20 matchs, il a pris 11 buts, quoi. Oui, seulement 11 buts en 20 matchs. En effet, c'est presque 0,5 buts pris par match. Et tu l'as évoqué, en fait, finalement, donc, je pense qu'on est tous d'accord qu'Alisson a fait une très belle saison. Mais le chantier qu'on va devoir suivre à l'intersaison, c'est le chantier de son numéro 2, parce qu'il coûte la Ligue des Champions, son numéro 2. Il coûte la Ligue des Champions. Il fait un très, très bon début de saison. Quand il doit le remplacer, il a été vraiment bon. Il gagne la Super League, c'est la Super Coupe d'Europe. Super Coupe d'Europe, voilà, c'est lui qui l'a fait gagner au tir au but. C'est ça. Et il a été bon. Après, il coûte un but dans un match. Et puis après, il plonge un peu. J'avais entendu une fois Lolichon parler du fait qu'un gardien remplaçant ne pouvait pas réagir comme un gardien titulaire. Il avait parlé notamment au niveau de Gazzaniga. Il disait qu'on n'est pas dans la même logique. On va être bon un match parce qu'on doit être là, mais après, le reste du temps, on a ce mood d'être dans le je joue, alors qu'on n'a pas l'habitude. Et c'est là qu'on plonge un peu. C'est là qu'on devient moins bon et qu'on coûte des buts. Et puis après, on a du mal à s'en relever parce qu'on n'est pas le meilleur gardien du monde. Tout à fait. Sûr. Et donc voilà, ce sera à suivre la suite pour Adrian, et puis également voir si Alisson réussit à revenir de ses blessures. On va dire voilà, s'il a beaucoup manqué, ce sera également un point d'attention pour le trophée, le premier trophée Yashin de l'histoire. On a également son compatriote Ederson de Manchester City, qui fait une belle saison. Renaud, toi qui l'as suivi un peu, est-ce qu'on n'est pas dans l'année de la maturité pour Ederson? Si, Ederson, il est un peu en progression continuelle. Ça fonctionne toujours très bien avec son équipe.
Là où il est toujours aussi fort, évidemment, c'est sur la passe. Vraiment, avec Guardiola, c'est vraiment un plaisir à regarder Ederson pour ça. C'est vraiment cette capacité à pouvoir jouer très proche de sa ligne en une touche, avec beaucoup de décontraction. Et donc, du coup, il peut vraiment participer à cette idée de jeu, de repartir toujours ballon au pied, même très bas. Et il est capable de vrais fulgurants sur des relances, tout ça. Et là où je trouve qu'il est vraiment très bon, c'est surtout dans sa vision de jeu. Il est très rapide, très vif. Et il va un peu plus peut-être au contact, surtout sur les ballons aériens. On sait que c'est spécifique à l'Angleterre. Et il s'est pas mal donné là-dessus. C'est pas nouveau parce que c'est quelqu'un qui rechigne pas au contact. Mais là, il est bien avec Manchester City. Il fait une belle saison. Il est bien. Donc on va continuer à le voir, toujours avec Guardiola, ce sera toujours un plaisir. Récemment, on a eu le tribunal. Alors, je sais plus exactement. Je pense que c'est le TAS, c'est ça, tribunal arbitral du sport, qui a condamné Manchester City, qui a confirmé la condamnation de Manchester City pour les 2 prochaines saisons de Ligue des Champions, ce qui va coûter à peu près 250 millions au club. Est-ce que Ederson peut être une valeur marchande si on a besoin de remplir les caisses? Oui, mais pas autant que d'autres joueurs dans l'équipe. Ce ne sera pas la première valeur marchande. Je ne pense pas que c'est le joueur sur lequel on va se jeter en premier. Il y en a beaucoup d'autres avant lui. Et qui va l'acheter? Qui va vouloir l'acheter et pouvoir l'attirer? C'est ça la question. Je pense que lui, par rapport à son style de jeu, il a trouvé le meilleur coach dans la meilleure équipe possible, avec pour l'instant parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Donc, je vois pas trop effectivement où il irait. Et en Angleterre, il s'y plaît bien. De toute façon, il y a tout. Ça va vite. Faut aller au contact. Mais on peut jouer techniquement. Ça joue très bien. Ouais. Ok. Bon, bah, très bien. C'est voilà, c'est une des clés, c'est que il y a pas finalement d'autres clubs qui proposent un même style de jeu, ou alors peut-être Barcelone, mais il y a déjà un très grand gardien. Et enfin, donc le troisième, le vétéran un peu de ces 3 gardiens, le champion d'Angleterre 2016, Kasper Schmeichel. Robin, déjà voir Leicester troisième, c'est exceptionnel. Mais je pense qu'ils peuvent surtout dire merci à leur gardien. C'est pas anodin. C'est pas anodin s'ils sont troisième, mais s'ils ont été champions en 2016. Il reste peu de joueurs dans cet effectif, c'est lui et Vardy. Et ouais, comme je dis, c'est pas anodin parce que c'est vraiment un gardien qui, comme le bon vin, il s'améliore avec l'âge. Plus il prend de l'âge, plus il est imposant, plus il fait penser de plus en plus à son père parce que vraiment. C'est vrai que c'est hyper marquant par contre. Il ressemble de plus en plus à son père. Il est de plus en plus stock physiquement. Il est imposant. C'est le capitaine. C'est lui qu'on écoute. Il est vraiment très bon. S'ils font aussi un bon parcours en première ligue, quand Carabao, où ils sont éliminés en demi-finale par Aston Villa, c'est un peu grâce à lui aussi parce qu'il sort 2 séries de tirs au but. Donc on a vraiment un gardien qui est exceptionnel à Leicester et je ne sais pas comment ils font pour le garder depuis autant de temps parce que il aurait dû aller chercher un club qui joue la Ligue des Champions en première ligue, facilement. C'est vrai qu'on avait dit déjà à l'époque du titre que c'était un gardien sous-coté, mais à croire que ça continue encore aujourd'hui. Je ne connais pas sa valeur marchande, si elle a explosé ou pas, mais c'est étonnant qu'il n'y ait personne qui s'est dit on va casser un peu la tirelire pour Schmeichel, quoi. Moi, je suis Chelsea, au lieu d'acheter Kepa, j'achète Schmeichel. Je suis Arsenal, au lieu d'acheter Leno, ils ont préféré Drinkwater. Ouais, non, mais c'est particulier. Je sais pas ce qui explique ça, mais moi, je pense que c'est son âge qui explique ça. Ouais, mais c'est qu'il a explosé tardivement, on va dire, voilà, et qu'aujourd'hui, est-ce qu'on prend pas un risque à miser sur un gardien qui a 34 ans
bon voilà, c'est pas un papy, c'est un gardien. Il peut jouer encore plusieurs années au haut niveau, Mais ta de valeur là. marchande, quand tu as 34 ans, elle est moindre. Hein. Parce que Oui, oui. je vais revenir sur Chelsea et Kepa, un transfert à ce prix-là, si tu peux mettre 4 fois moins et avoir Schmeichel à 32 ans, tu le fais. Hein. Oui. Alors moi, je le fais. Hein. Après, je sais pas vous, mais. Oui, c'est vrai que ça peut être un transfert, mais je pense que Leicester, ils se sont dit on veut garder notre bon gardien, on veut garder notre bon attaquant. Et preuve en est avec évidemment Brendan Rodgers qui travaille super bien. Ouais. Après, effectivement, on sait pas. Moi, je connais pas les détails de son contrat. Si ça se trouve, on lui a fait un truc qu'il pouvait pas refuser, quoi. Non, c'est vrai. Bah, je pense pour le garder, il faut dire au moins ça, mais ouais, c'est. Est-ce qu'il a des garanties sur les joueurs qui vont arriver, sur les coachs qui sont là? Je sais pas, mais il performe d'année en année. Après, il a peut-être des coups de moins bien après 2016, mais le revoir là, à ce niveau-là, et avec un début de saison qu'ils ont fait qui est vraiment très très bon. Là, ils sont un peu, ils redescendent un peu. Ils ont eu un peu de difficulté. Je pense que l'arrêt du championnat leur a fait un peu de bien et qu'ils vont reprendre comme ils sont repartis. En effet, donc très bien. Alors, vous, messieurs, Renaud, qui serait pour toi le meilleur gardien de Première Ligue cette année? Moi, j'aurais tendance à dire Ederson sur voilà, la continuité. Je peux pas dire Alisson parce il y a beaucoup de matchs qu'il n'a pas joué. Donc, c'est difficile de le juger. C'est déjà sur une saison qui a été qui va être tronquée, on va dire. Et lui-même n'a pas joué 10 matchs. Donc, pour moi, c'est plus Ederson. Après, on n'a pas parlé d'Ioris, mais il n'a pas, C'est pareil. Hein. il a pas été immonde non plus. Hein, mais il a loupé des matchs. Voilà. Oui. Donc, c'est difficile de dire que tu as été le meilleur si tu as loupé 10 matchs quoi, ou plus. Ok. À mon sens. Donc, Ederson pour toi. Robin? Bah, on aurait, au début, je t'aurais dit Alisson, mais ouais, Schmeichel. Schmeichel, de revoir Leicester à ce niveau-là, c'est aussi grâce à lui et il le mérite. Et je pense que c'est un des meilleurs gardiens de Première Ligue, voire le meilleur gardien pour moi. Ok. Voilà. Bah, moi, sur la saison, plus, mais... sur la saison, je suis d'accord. Plutôt Schmeichel. Après, en termes de potentiel, j'ai jamais. C'est vrai qu'Alisson me surprend parce que c'est vrai que moi je l'avais beaucoup suivi à la Roma et je le trouvais un peu quelconque. Il était bon sur sa ligne quoi, mais c'est vrai que sa progression est quand même assez impressionnante. On a déjà discuté lors de l'émission sur le trophée Yashin et bon en termes de potentiel, voir Ederson révolutionner. On dit révolutionner le poste, mais disons participer à la révolution du poste est intéressant. Et comme on l'a évoqué, juste avant en conclusion, juste avant de conclure, on a un petit peu les deux derniers finalistes de l'Euro 2016 qui seront sympas à suivre. On a Rui Patricio qui continue à faire une bonne saison et qu'on a évoqué lors de la lutte pour la Coupe d'Europe avec Wolverhampton. On a Hugo Lloris qui reste sur un match immonde à Leipzig. En tout cas, on va dire, on sentait qu'il était hors de forme. Donc, c'est vrai qu'il aura à cœur de se rattraper. Et on a ton petit protégé, Renaud Leno, à Arsenal, qui sera aussi à suivre. En vrai, il s'en sort pas mal. Enfin, faut voir ce qu'il y a devant lui en plus. Hein. C'est pas beau à voir. Quoi. Genre, oui, voilà, c'est ça. C'est qu'il sort des trucs et il y a une défense qui fait absolument rien devant lui. Donc, voilà. Après, oui, je suis d'accord. Je le mets pas dans le même niveau. J'en parle même pas. Hein. Bien sûr. Ça sert à rien, mais c'est. Faut être honnête. Enfin bref, faut être honnête. Hein. Voilà, il y a des niveaux chez les gardiens et Leno, il n'est pas au même niveau. Bon, après, en Première Ligue, on a eu des gardiens cette année. C'était dur. Hein. Et puis également, on a Kepa, voir un petit peu la fin de saison de Kepa, parce qu'on ne parle pas de la succession à Chelsea, mais c'est vrai qu'on sent qu'il n'est pas non plus indiscutable, même si c'était l'un des gardiens les plus chers, le gardien le plus cher, si je ne m'abuse. Je crois Alisson. Il me semble qu'il voulait
Bon, avant l'arrêt prématuré, il y avait des velléités de départ. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est les tabloïds qui travaillent là-dessus et puis ils mettaient dans les chaises musicales De Gea pour remplacer à Chelsea? Alors après, je sais pas du tout, mais c'est à regarder. C'est à regarder parce que ça peut bouger en première ligue. Un départ, ça fait tout bouger. Et oui, et justement en parlant de regarder, pour conclure, on a listé un petit peu les matchs à suivre. Dans les prochaines semaines. Alors, on n'a pas fait jusqu'à la fin de la première ligue, mais à peu près là jusqu'à début juillet. On a Leno versus Ederson. Là, pour reprendre, hein, le match en retard d'Arsenal versus Manchester City qui peut totalement conditionner la fin de saison des Gunners. De Gea face à Lloris. Donc là, c'est un petit peu le retour d'Hugo Lloris avec le retour de la première ligue, un Manchester-Tottenham super intéressant. Pickford versus Alisson, le derby de Liverpool. Henderson versus De Gea le 24 juin. Qui sera peut-être pas, du coup, sera Moore qui jouera. Donc, bien vu Robin. Kepa versus Ederson. Donc là, ça sera un petit peu un duel entre clubs qui luttent pour la Ligue des Champions. L'un qui doit valider son ticket, l'autre qui l'a déjà. Le 25 juin. Pickford versus Michel. Donc pareil, deux gardiens qu'on aime bien avec leur tête un peu bonhomme au 1er juillet. Ça sera super intéressant de voir si on pense que Leicester a un matelas suffisant mais peut se faire reprendre. Donc on verra ça. Et évidemment, le match au sommet de la Première Ligue le 2 juillet entre Ederson et Alisson qui devrait avoir son couronnement dans les journées qui suivent. Merci Robin, merci Renaud. Merci à toi. Merci à toi et merci à tous. À bientôt. Pour ce point complet. Donc voilà, on a fait un point complet sur la Liga, sur la Bundesliga. On a celui sur la Première Ligue. Évidemment, on est en train de travailler sur celui sur la Serie A quand elle reprendra. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo, voilà, et un petit j'aime si vous écoutez ça sur une plateforme de podcast. En attendant, bonne reprise de la Première Ligue et des différents championnats européens, on déplaise à Jean-Mimi, et on vous dit à très vite et surtout allez la chercher main opposée.